Allons-y, au salon de 1863. C'est assez affligeant, non? Je suis très méchante. En fait, je vais peut-être vous choquer. Je l'ai déjà fait et j'assume. Au musée d'Orsay, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Il y a aussi des croûtes. Quand j'étais à l'école du Louvre, on me parlait beaucoup de ce tableau parce que c'est un tableau clé. On ne peut pas comprendre le scandale du salon si on n'a pas vu ce tableau-là de Cabanel. Mesdames, pourriez-vous vous coucher sur la mer comme celle-là? On aurait un peu de mal, même à la mer morte, on rentre un peu. J'y suis allée. Je vous jure, on ne peut pas se noyer, mais on rentre un peu. Est-ce que M. Cabanel va dehors pour peindre son tableau? Est-ce qu'il a jamais regardé la mer? Est-ce qu'il a jamais regardé un vrai ciel? Est-ce qu'il a jamais regardé une vraie femme? C'est pas une femme en chair et en os. Non, cela serait indécent, n'est-ce pas? C'est une délicieuse lorette noyée dans un fleuve de lait en pâte d'amande blanche et rose. C'est pas moi qui l'ai pondue, c'est Zola. Et Zola a la même allergie que moi. Franchement, vous avez déjà vu une femme comme ça? C'est une poupée Barbie. Et si vous rentrez dans la salle où elle s'y trouve, vous en aurez d'autres de poupées Barbie. Parce que, en fait, c'est codifié. C'est ce que eux, à l'époque, c'est-à-dire le public et les critiques, considèrent comme le beau idéal. Je suis pas sûre que David adhérerait à ce tableau-là. Mais vous voyez, M. Cabanel aurait pu réussir, il n'en a pas eu le courage, disait Degas. Je suis entièrement d'accord. Jusqu'à présent, je vous ai montré des tableaux où l'artiste était engagé dedans, personnellement. Là, où est-il, l'artiste? Je le vois nulle part. Il a peut-être sorti quelques petits angelots de certains tableaux du Louvre, mais et qu'est-ce qui reste si vous enlevez la poupée Barbie? Vous avez une seule ligne, ça s'appelle pas composer un tableau. Ce tableau n'est pas un bon tableau. Il y a des tableaux officiels qui sont bons, mais il n'en fait pas partie. Alors pourquoi je vous en parle et pourquoi il est si important au musée d'Orsay? C'est que Napoléon III fait l'acquisition de ce tableau et Cabanel est décoré avec la Légion d'honneur. Et évidemment, tout le monde va aller l'admirer sous la loupe. Ah, on ne voit pas une trace de tableau, et une trace d'élaboration. Et c'est vrai, le tableau est très bien fait. Mais vous voyez, un tableau peut être très bien fait et ne pas exister du tout en tant qu'œuvre d'art. Et là, je m'avance. Je peux avoir tort. Mais on a des Cabanel à l'heure actuelle. Et je devrais aller écouter Émilie parce que pour moi, c'est Jeff Koons, le Cabanel d'aujourd'hui. Et large débat, mais je suis trop longue, donc il faut que j'avance quand même. Hein. Mais on peut en rediscuter si vous voulez tout à l'heure. Hein? Je suis très méchante. Et si vous me dites « ce tableau me plaît », personne ne peut vous l'enlever. D'accord? À chacun son chef-d'œuvre. Hein? Mais moi, je ne suis pas là pour vous dicter ce que vous devez trouver bien ou pas bien, mais moi, je suis peut-être là pour être un intermédiaire entre... Voilà, parfois, nous, on est entre les œuvres et le public. Vous avez votre mot à dire. Et si vous n'êtes pas d'accord, tout à l'heure, vous me direz. Hein? Quand vous montez au 5e étage, vous savez, nous, on a beaucoup de groupes et parfois, ils sont un peu fatigués, arrivés en haut. Il y a un escalator, mais... Et là, il y a quelque chose qui nous sauve toujours, c'est cette horloge qui nous fait voir Paris à travers le temps. C'est quand même fabuleux. Donc, ils s'agglutinent devant, mais après, on a un peu de mal à les faire revenir vers la peinture. Donc, je leur propose un pique-nique. Et là... surtout les gamins, ils disent « chouette, un pique-nique ». Et ce tableau, vous ne pouvez pas le louper, c'est le premier que vous voyez en rentrant dans la première salle. Et alors là, les gamins sont un peu sidérés, me disent
C'est bizarre, ma maman ne se déshabille jamais quand on fait un pique-nique. Première question, pourquoi est-elle nue? C'est eux qui répondent. Oh, il a fait très très chaud. Et un autre dit, je crois qu'elle a oublié son maillot de bain. Mais elle a pris son bain quand même. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle sèche. Et vous voyez, ce tableau, quand il avait scandale, ne s'appelait pas le déjeuner sur l'herbe. Il s'appelait le bain. Vous comprenez pourquoi je les adore, les gamins? Et on fait parfois le tableau vivant. Alors, évidemment, aucune ne veut interpréter la dame nue. Et je vois dans la classe une petite fille avec une robe bleue, idem la couleur de votre pull, monsieur. Et donc, je me suis dit, je sais comment elle va me la jouer. Et je leur dis, vous savez, la dame, elle est sèche maintenant, on va la rhabiller. Et comme ça, je me dis, la petite fille, elle va jouer. Et là, un garçon dans la classe me regarde du haut de ses 7 ans. Tu peux pas la rhabiller. Et sur le coup, je me suis dit, dommage, trop de télé. Et là, le garçon ajoute, si tu rhabilles la dame, tu éteins la lumière dans le tableau. Ah là, je lui ai dit, tu connais Zola? La réponse était, c'est qui celui-là? On ne connaissait pas. Alors, je leur dis que Zola, il a écrit beaucoup de livres, mais et il aimait aussi beaucoup les tableaux de Manet. Il trouvait que les gens avaient un peu de mal avec Manet, donc il faut les aider à mieux comprendre. Et donc, Zola a écrit un article dans lequel il dit « Quand Manet a besoin de lumière, il déshabille les femmes. » Et vous voyez, il ne faut pas être Zola pour le comprendre. En fait, le soleil dans ce tableau, c'est cette femme. Et quand je demande à la suite aux enfants, mais d'après vous, où est-ce qu'il a peint ce tableau? Ils me disent jamais dehors. Ils me disent toujours dans son atelier, bien sûr. Vous voyez, Manet n'est pas un impressionniste. Il est très important pour tout ce qui va venir maintenant. Et au-delà de l'impressionnisme, avec ce tableau, il réalise... En fait, ce tableau est une bombe. C'est une bombe parce qu'il met à plat des choses. La première chose qu'on lui reproche, « Ah, le tableau est plat !» Ben oui, tous les tableaux le sont. Ne l'oubliez jamais. Et Maurice Denis donne une définition en 1900 en disant « Ne jamais oublier qu'avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou un sujet quelconque, un tableau est avant tout une surface plane, recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. » Manet ne le dit pas, il le fait par sa peinture. Tout le monde aujourd'hui pense, sachant que ça a fait un scandale, pense savoir pourquoi. La femme est nue, les hommes sont habillés. Vous allez au Louvre, vous en trouvez d'autres exemples. Mais c'est le concert champêtre qui incite beaucoup Manet de conclure que la modernité, en fait, un tableau n'a ni passé ni avenir, c'est que le présent qui compte. C'est exactement ce que dit Picasso. D'ailleurs, 100 ans plus tard, grosso modo, Picasso va dialoguer avec Manet et son déjeuner sur l'herbe. Et il n'y a pas que Titien, il y a aussi à Raphaël que pense Manet, un tableau qui a disparu qui s'appelle Le Jugement de Paris, qui est connu par une gravure. Et donc ce n'est pas parce qu'elle est nue qu'elle choque. Mais vous imaginez quand même, elle ressemble à la voisine de palier et pas à une déesse, ni à une nymphe, ni à une... Vous voyez, c'est ça qui ne va pas. Que Manet, il est quelque part l'héritier de Courbet. Courbet a dit, j'ai jamais vu d'ange, pourquoi je me mettrais à les peindre? Donc Manet fonctionne un peu comme Courbet, sauf que chez Courbet, les choses ont une troisième dimension. Or, chez Manet, vous voyez bien que il y a des contours qui abolissent toute illusion de profondeur. Est-ce que vous savez qu'on a radiographié la Joconde
grands piliers de l'histoire de l'art, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et on a fait une découverte extraordinaire. Normalement, vous radiographiez n'importe quel tableau, les traces de pinceau apparaissent et créent un réseau de lignes blanches comme un squelette. Mais dans la radiographie de la Joconde, qui a été peint sur un panneau de bois, pas sur toile, mais il n'y a pas une seule ligne apparente. En revanche, partout dans l'œuvre, vous avez des empreintes digitales de Léonard, qui était ambidextre. Maintenant, on le sait sûr. Vous en avez entendu parler hier aux actualités. Je l'ai entendu hier ou avant-hier. Mais je croyais que c'était sûr. Moi, je l'ai toujours dit qu'il pouvait peindre avec la gauche comme la droite. Mais apparemment, il y avait un petit doute. Maintenant, il n'y en a plus. Et donc, pourquoi il a fait ça? Parce que Léonard, il veut procéder comme la nature procède en peignant, puisque de son temps, il n'y avait pas d'appareil photo. Et donc, il fallait tromper l'œil le plus possible. Et donc, il se rend compte que même un cheveu a un volume. Alors, je ne peux pas laisser des traces avec mon pinceau. Il part avec un pinceau et ensuite, il efface les contours. Et que vous le voulez ou pas, ce tableau est un pilier. Il y a la peinture d'avant et une peinture après. Mais après, on ne peut pas faire marche arrière et peindre comme les primitifs avant. Donc, et primitifs, ça voulait bien dire ceux qui savaient moins bien. Or, aujourd'hui, aucune connotation, ça n'a rien à voir avec la qualité de la peinture. Mais, vous voyez, Manet réintroduit la ligne là où Léonard l'avait effacée. Et donc, on ne comprend pas d'où viennent ces aplats de couleurs. Il y a le modelé qui est presque inexistant. Parce que Manet en a marre de vous raconter des bobards et dit mon tableau est plat et on peut peindre autrement. Et d'ailleurs, il l'a bien compris grâce aussi à la découverte des estampes japonaises. Christine vous montrera le portrait de Zola et vous verrez que l'estampe japonaise y figure. Et évidemment, ce tableau, il est extraordinaire parce que toute la pyramide des sujets s'écroule ici. Vous avez un format d'une peinture officielle, d'un sujet noble. Sur fond de paysage, vous avez une scène de genre et vous avez une nature morte ici. Hein. Et en plus, le modèle, ce n'est plus une poupée Barbie qui détourne le regard, elle vous regarde. Vous voyez, on ne peut pas dire que chez Titien, c'était des muses. Donc, c'est normal, elles sont invisibles. Ben, on ne peut pas dire qu'elle est invisible, elle nous regarde. Et comme dans l'Olympia, elle nous regarde comme si elle était habillée. Donc, tout va bien. Il y a quelque chose de désarmant dans la peinture de Manet. Et si vous me demandez où commence l'art moderne, c'est bien avec ce tableau-là. Qu'est-ce que j'ai oublié encore de vous dire? Quand même que ce tableau est composé selon les règles de l'art. C'est bien une pyramide, n'est-ce pas? Donc, en fait, il n'est pas si scandaleux que ça, mais pour nous, il n'est plus du tout scandaleux. Mais c'est surtout sa façon de peindre qui, en plus, vous montre toutes les traces des pinceaux qu'on retrouve, notamment chez Monet. Ça y est, on y arrive. Alors, ce tableau est assez exceptionnel dans l'œuvre de Monet. Il s'appelle « Femmes au jardin ». Je peux vous le dire tout de suite, il n'y avait pas des femmes, il n'y en avait qu'une. Elle s'appelait Camille Doncieux. Elle était la compagne de Monet et elle va devenir sa femme, elle va devenir la mère de ses 2 enfants. Et ici, il l'aime. Hein. Elle pose aussi pour le déjeuner sur l'herbe de Monet. Donc vous avez 2 grandes toiles séparées, mais vous voyez bien rapidement que c'était qu'un seul tableau. Mais le tableau, le déjeuner sur l'herbe, avait été découpé par Monet. Il l'avait laissé pendant des années en dépôt chez un propriétaire d'une maison qu'il louait, mais il a toujours été court d'argent. C'est un peu dommage quand on s'appelle Monet et on n'a jamais de la monnaie.
hein, no money. Et donc, il l'a laissé en gage et une dizaine d'années plus tard, vers fin des années 80, il rachète sa toile qui était enroulée dans une cave humide. Et évidemment, elle était trop abîmée, il fallait découper ce qu'il pouvait sauver et monter sur des châssis différents. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit que Manet rebaptise le bain en déjeuner sur l'herbe après avoir vu la version de Monet. D'accord? Donc, un an plus tard, Monet se dit, ma grande toile du déjeuner, je l'ai faite à l'intérieur, maintenant j'aimerais vraiment réaliser une œuvre entièrement dehors. Il vivait à Ville d'Avray et il a dû creuser un fossé dans son jardin pour pouvoir monter et descendre cette toile grâce à une poulie. Et voilà, il avait besoin de l'aide de Camille. Je veux représenter des figures de femmes dans mon jardin. C'est l'été, il faut que tu mettes tes plus belles robes. Et elle change de position et lui, il s'arrange pour que vous ne le voyez pas. Hein, si on ne le sait pas, on ne le voit pas que c'est toujours la même. On peut se poser la question, pourquoi pas une seule fois dans son jardin? C'est qu'elle n'est pas le sujet, le jardin n'est pas non plus le sujet. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse dans cette scène? C'est la lumière. Vous savez maintenant, l'appareil photo, d'ailleurs Manet pouvait rétorquer si vous n'êtes pas content. On lui dit c'est quoi comme tissu le manteau noir. Il ne s'intéresse pas plus au tissu que Monet, puisqu'ils ne sont pas tailleurs, ils sont peintres. Ils s'intéressent à la couleur de la mode. Et ça, c'est la mode de l'époque. Moi, longtemps, je pensais, oh, la mode, ça ne les intéresse pas. Si, ça les intéresse. Vous voyez, les expositions temporaires servent à ça, de vous remettre, de vous faire voir les choses d'un angle différent. Effectivement, j'ai compris que mode rimait avec moderne. C'est-à-dire, c'est la mode de cette époque qui montre que ça vient de se faire. Et effectivement, ces robes à crinoline qui s'étalent, notamment sur l'herbe, accrochent la lumière. Mais qui dit lumière dit ombre. Vous posez la question à votre entourage quand vous êtes à l'intérieur. De quelle couleur est l'ombre pour toi? Mais on va vous répondre à 90% des cas noire ou grise. Nous y voilà, la peinture de plein air. Elle fait comprendre qu'il n'y a pas de noir dans la nature et même les ombres sont colorées. Et effectivement, sur une robe blanche, comme sur de la neige, l'ombre est bleue, bleu clair. Sur l'herbe, pour l'époque aussi mal peinte que l'herbe chez Manet, on voit des touches de pinceau, mais elle est vert foncé. Et sur ce chemin ensablé, il y a du rose dedans, du vieux rose. Et vous savez que ce tableau, pendant l'élaboration, Courbet a rendu visite à Claude. Et il devait être 4 heures de l'après-midi et Claude remballe tout. Et Courbet ne comprend pas. Gustave lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait beau, tu peux continuer, non? Et Monet lui répond, j'ai commencé il y a 2 heures. C'est le maximum que je peux peindre dehors. Évidemment, Courbet ne pouvait pas comprendre. Il n'est pas impressionniste. Il ne veut pas vous donner l'impression d'y être à ce moment-là. Et effectivement, la lumière bouge. Et Monet a toujours dit, vous savez, je suis fou, moi. Je veux peindre quelque chose qui ne dure pas. Ça dure combien de temps? Quelques secondes? Quelques minutes? Qu'est-ce que vous pouvez faire en si peu de temps? Alors évidemment, toutes les toiles impressionnistes donnaient l'impression au public à l'époque, puisqu'on y voyait comment c'était pas. Oh, je peux faire pareil. Un enfant aurait pu faire mieux. Oh, il est paresseux. Mais oui, on les traite comme ça, comme des paresseux. Or, ce qu'ils veulent faire, c'est restituer quelque chose qui n'a pas de forme.
Vous ne pouvez pas dessiner la lumière. Il faut tout de suite y être sur place et essayer de la transposer en couleur. Et la couleur, il faut l'utiliser le plus pur possible. D'ailleurs, même s'il fait un vert, souvent les couleurs bleues et jaunes sont mélangées, non pas sur la palette, mais sur la toile. Voilà, alors ce tableau-là est exceptionnel, vu que vous avez vu 2,55 m de haut, 2,5 m de large. Il a fait ça une fois, pas deux.